Dans cette vidéo, on va expliquer comment faire un test d'indépendance du Ki 2. Pour comprendre ce que je vais raconter dans cette vidéo, c'est bien d'être à l'aise avec la notion d'indépendance en statistique. Pour ça, je peux conseiller de regarder les 2 vidéos précédentes qui parlent justement d'indépendance. Alors, pour expliquer comment on fait un test d'indépendance, on va le faire sur un exemple. On va imaginer qu'on regarde dans la population la couleur des yeux des personnes et est-ce qu'ils portent des lunettes. Et on se demande, est-ce que les personnes avec les yeux marrons ou les yeux bleus vont avoir tendance à avoir plus souvent des lunettes que les autres, ou moins souvent des lunettes que les autres. Donc pour ça, on a un jeu de données. Est-ce qu'il y a indépendance? Alors, pour qu'il y ait indépendance, ce qu'il faudrait qu'on trouve dans chaque case, par exemple dans celle-ci, ça serait somme de la colonne fois somme de la ligne sur le total. Par exemple, sur cette ligne, on a 1200 personnes qui ont les yeux marrons sur 2400, donc on a la moitié des gens qui ont les yeux marrons. Donc il faudrait trouver ici la moitié de 1800 et ici la moitié de 600. Donc il faudrait trouver 900 et 300. Là on a 906 et 294. Du coup, la définition de indépendance, elle n'est pas validée ici, elle n'est pas respectée. Donc là, on a envie de dire qu'il n'y a pas indépendance. Mais en fait, les valeurs qu'on trouve, au lieu de trouver 900, on trouve 906, bon, on n'est pas loin. Donc ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il y a presque indépendance. En fait, le principe du test du Ki 2, c'est de donner un sens à ce presque, et de dire, bon, à partir de quel moment on dit qu'il y a indépendance, ou à partir de quel moment, au contraire, on dit que, bon là, il y a trop d'écart entre le cas théorique parfait et les données pour dire qu'il y ait indépendance. Et dans cette vidéo, on va vraiment parler que du test d'indépendance du Ki 2. Il y a d'autres tests qui utilisent la loi du Ki 2, par exemple test de conformité ou d'homogénéité. Il y a aussi des tests qui utilisent d'autres lois, par exemple un test de Fisher ou test de Student. Dans cette vidéo, on parle vraiment que du test d'indépendance du Ki 2. Je vais décomposer le déroulement d'un test d'indépendance du Ki 2 en 5 étapes. La première étape, ça va être de formuler les hypothèses. En gros, ça va être juste essayer de bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. En gros, il y a 2 possibilités. Soit les caractères ils sont indépendants, soit ils le sont pas. On appelle H0 l'hypothèse il y a indépendance, H1 l'hypothèse il n'y a pas indépendance. Quand on arrivera à la fin où on prendra une décision, en gros la décision ça sera soit on accepte H0, c'est-à-dire on dit qu'il y a indépendance, soit on accepte H1, c'est-à-dire on dit qu'il n'y a pas indépendance. Deuxième étape, calculer les effectifs théoriques. En gros, s'il y avait indépendance, qu'est-ce qu'on devrait obtenir? Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est à chaque fois, dans chaque case, on fait le total de la colonne fois le total de la ligne sur le total. Les effectifs théoriques, c'est des effectifs qu'on va calculer, donc on va les appeler C, alors que les effectifs qui sont déjà dans le tableau, on va les appeler des O, pour observer. Donc pour les calculer, on fait la somme sur la ligne fois la somme sur la colonne, je les ai appelés S et T, total de la ligne, total de la colonne, sur le total en tout, c'est ce 2004. Donc par exemple, ici, on va trouver 1800 fois 1200 sur 2400, c'est-à-dire 1800 fois 1,5. Du coup, on va trouver 900. On peut le refaire dans les autres cases. Par exemple, ici, on devrait trouver 1800 fois 800 sur 2400, donc 1800 fois 1 tiers, c'est-à-dire 600. On a fini l'étape 2, c'est-à-dire on a calculé qu'est-ce qu'on devrait obtenir s'il y avait indépendance. On peut passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est juste mesurer à quel point ce qu'on a calculé, ils sont éloignés de ce qu'on a observé. Donc l'écart qu'on va mesurer, on va juste calculer la somme des écarts au carré divisé à chaque fois par l'effectif théorique. Cet écart, on va lui donner un petit nom. Je vais l'appeler V, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure, donc c'est plus pratique s'il a un petit nom. Donc ici, sur l'exemple, ça ferait 906 moins 900, donc 906 moins 900 au carré sur 900. Ensuite, case d'à côté, 294 moins 300 au carré sur 300. Après, ensuite, on ferait la même chose avec 588 moins 600, 212 moins 200 sur 200, 306 moins 300 au carré sur 300, 94 moins 100 au carré sur 100.
Et là, si on le calcule, à la fin, on doit trouver 1,6 ou avec une fraction 160 sur 100, qui après donne du coup 1,6. Ok, bah maintenant qu'on a mesuré l'écart, la question c'est, ok, on a un écart de 1,6, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un écart qui est grand ou qui est pas vraiment grand? Et bah pour ça, on va se contenter à l'étape 5 de comparer cet écart à une valeur seuil, mais juste pour savoir comment est-ce qu'on choisit notre seuil, il y a une étape intermédiaire qui est de compter le nombre de degrés de liberté. Alors, l'idée de cette étape. Dans notre calcul d'écart, on a fait une addition avec 6 nombres, parce qu'on avait 6 cases dans notre tableau. Si on avait un tableau avec une trentaine de cases, on aurait additionné 30 écarts. Donc forcément, si on a un tableau avec une trentaine de cases, il y a des chances que notre V, l'écart qu'on vient de calculer, il soit très grand. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a moins de chances qu'il y ait indépendance. Et bien justement, les degrés de liberté, ça va nous permettre de s'adapter au nombre de cases. En gros, le nombre de degrés de liberté, ça va être, dans notre tableau, si on oublie la ligne totale et la colonne totale, ça va être combien il y a de cases utiles. C'est-à-dire pas 6, mais seulement 2 cases utiles, parce qu'après, toutes les autres, on peut les compléter juste en faisant des additions et des soustractions pour tomber sur le bon total. Donc le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de cases utiles. Si on veut une formule, pour avoir le nombre de cases dans le tableau, il faudrait faire le nombre de lignes fois le nombre de colonnes, sauf qu'on va enlever la dernière colonne et la dernière ligne, donc ça va être le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1. Et bien maintenant, on peut passer à la dernière étape, comparer l'écart à une valeur seuil. Pour ça, en fait, ce seuil, on va le trouver en lisant dans une table de loi de Ki2. Donc, une table de loi de Ki2, ça ressemble à ce gros tableau. On voit que sur ce gros tableau, on a 2 paramètres à choisir. Premièrement, on a le nombre de degrés de liberté. Donc, c'est ce qu'on vient de calculer, 2, ici. Du coup, on va se placer sur la ligne qui correspond à 2 degrés de liberté. Et le risque alpha, parfois on appelle ça le niveau de risque ou le niveau de confiance, qui peut valoir 10%, 5%, 1%, etc. En fait, pour savoir quel alpha il faut choisir, ça dépend du contexte dans lequel on se place, et en général, ça sera précisé dans l'énoncé. En général, on prend alpha égale 5%. Ici, si on prend par exemple un niveau de risque de 5%, on va trouver un seuil qui vaut 5,99. Nous, notre écart qu'on a trouvé, il valait 1,6. 1,6, c'est plus petit que 5,99. Ça signifie que l'écart entre les observations et les effectifs théoriques s'il y avait indépendance, il est petit par rapport à ce seuil. Du coup, on va considérer qu'il y a indépendance, c'est-à-dire qu'on va accepter H0. Si on avait trouvé un écart plus grand que le seuil, on aurait accepté l'hypothèse H1, c'est-à-dire on aurait dit on considère qu'il n'y a pas indépendance. Et donc qu'est-ce que veut dire ce fameux risque de 5%? Ce risque, en fait, il décrit la probabilité de se tromper. Mais il faut faire un petit peu attention. Parce qu'en fait, il y a plusieurs manières de se tromper. Le niveau de risque de 5%, il concerne qu'une de ces 2 erreurs. Ici, on a accepté l'hypothèse H0, donc l'hypothèse d'indépendance. En fait, on ne sait pas vraiment quelle est la probabilité qu'on a de s'être trompé. Mais si on avait trouvé un écart plus grand que notre seuil, donc un écart par exemple de 12, là on aurait dit on pense qu'il n'y a pas indépendance, et en disant on pense qu'il n'y a pas indépendance, la probabilité de se tromper, elle serait plus petite que 5%. Donc là on a vu la démarche détaillée, maintenant ça va être à vous de jouer pour essayer de le refaire sur 2 exemples.